Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Fessenheim ferme, c'est acté et après. La centrale joue un rôle majeur en Alsace, 2200 emplois directs et indirects, jusqu'à 5000 emplois induits. Alors comment accompagner la fermeture? Comment compenser les pertes? Avec quel projet d'avenir? L'État veut aider le Haut-Rhin à absorber le choc. Il y a urgence. À moins d'un an de la fermeture, tout reste à faire. Avec nous pour en parler, Jean-Luc Cardozo, bonjour. Vous êtes salarié EDF, représentant de la CGT à la centrale de Fessenheim. C'est ça. À ma gauche, Christiane Roth, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la délégation de Colmar à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Métropole, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Alsace Eurométropole. Eurométropole, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Raphaël Schellenberger, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains et Fessenheim est sur votre circonscription. C'est exact. Et enfin, Bruno Fuchs, bonjour. Vous êtes député MoDem, majorité présidentielle. Vous êtes député de la 6e circonscription du Haut-Rhin. C'est un dossier que vous connaissez bien. Exactement. Alors, revenons d'abord sur la fermeture du site annoncée fin janvier, enfin définitivement, car à Fessenheim, cela fait 6 ans qu'on vit avec le spectre de la fermeture. C'est un reportage de David Meneux et Michael Martin. Les repreneurs ne courent pas les rues à Fessenheim. Des restaurants, une boucherie et un tabac ont fermé leurs portes et personne ne semble vouloir prendre de risques. Malheureusement, oui, c'est fermé. C'est un commerce qui a pris, donc un commerçant qui a pris sa retraite et qui n'a pas trouvé de repreneur. Il y a un risque important pour tout commerçant, c'est la baisse de la population qui sera inévitable suite au départ des agents EDF de la commune. Le village pourrait perdre 400 habitants sur 2450 d'ici 2020, mais c'est hypothétique et le calendrier reste flou. Ces dernières années, Fessenheim a été ballotté entre espoir et désespoir et semble désormais figé. Pas de perspective, c'est l'attentisme. On va de rebondissement en rebondissement, d'annonce en annonce, mais au final avec rien de concret. Donc moi je trouve qu'il y a une certaine résignation qui s'est installée. On ne sait pas vraiment vers quoi on va. Ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est d'être prudent. Donc pour l'instant, j'ai gelé tous mes gros investissements dans l'attente de savoir vers où on va. Que deviendra le site? Pour l'instant, aucune réponse claire. Pourtant, l'annonce de la fermeture ne date pas d'hier. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. 3, 2, 1, Les salariés de la centrale ont été dans le rejet de la décision, puis dans l'espoir d'une alternance politique. Aucun dialogue possible avec les différents émissaires du gouvernement, comme Francis Rol-Tanguy en 2012. Mais désormais, la fin de la production est inéluctable. Elle est prévue dès le démarrage de l'EPR de Flamanville. Et au sein de la centrale de Fessenheim, la fermeture se prépare. Alors, Jean-Luc Cardozo, on le voit, 6 ans de ballottement depuis l'annonce de François Hollande. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? La fermeture est actée, il y a des négociations en cours. Dans quel état d'esprit? On est dans un état d'esprit où on continue à dire que la fermeture de Fessenheim, c'est un non-sens social, économique et environnemental. C'est une réalité. Pour autant, en tant que responsables syndicaux, on doit prendre nos responsabilités. Et dans ce cadre-là, faire des propositions, avancer des choses pour l'avenir du site de Fessenheim, pour maintenir, comme le président s'y est engagé, alors il n'était effectivement pas encore président, il était encore que candidat à l'époque, mais comme le président s'y est engagé, de maintenir tous les emplois sur le site de Fessenheim. La priorité, c'est l'accompagnement social d'abord? Oui, il y a un accompagnement social qui doit se faire, effectivement. C'est une condition sine qua non pour que les choses se passent bien, aussi bien pour les salariés d'EDF que les salariés prestataires. Alors, je veux bien qu'on regarde une infographie qui montre la chute vertigineuse des effectifs sur 5 ans. Regardez, 757 salariés encore début 2019, à la fin de l'année. Ça tombera à 224 3 ans après, jusqu'à, pour tomber définitivement à 60 en 2023. C'est demain?
C'est demain, et ça, ce sont les chiffres des salariés EDF. Il faut à ça rajouter les chiffres de la sous-traitance, les chiffres de la co-traitance qui augmentent d'environ 400 le nombre de personnes impactées dès aujourd'hui. Mais c'est une décision qui est dont actée aujourd'hui, mais c'est une décision qui n'a toujours pas été expliquée. Aujourd'hui, je crois que tout le territoire est toujours encore dans l'incompréhension de cette décision. On vous a entendu à l'Assemblée nationale parler de situation industrielle dramatique. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on a posées au gouvernement, notamment sur l'approvisionnement électrique de l'Alsace. Alors, il n'y a pas de crainte à avoir pour les particuliers, je n'ai pas de doute à ce niveau-là. Par contre, on a en Alsace 50% de notre consommation électrique qui sert à l'industrie. Et on aura d'ici 2023 un effondrement à l'échelle du bassin rhénan de la production d'énergie d'électricité qui va passer aujourd'hui de grosso modo de 15 000 MW de capacité de production à 4 000 d'ici 2023. Et aujourd'hui, face à cette situation, on n'a aucune réponse à apporter aux industriels. Madame Roth, on parle de l'emploi, il y a aussi tout le tissu économique qui est impacté. Ça a été chiffré, 90 millions de chiffres d'affaires sont dépensés chez les commerçants, chez les artisans. C'est vraiment tout le bassin qui est touché? C'est tout le bassin et pratiquement tout le Haut-Rhin qui risque d'être touché et impacté par cette centrale. Effectivement, c'est la première fois que l'on ferme un outil industriel rentable. Et donc, il va falloir que l'on trouve également des solutions exceptionnelles pour remédier donc à cette situation. Nous travaillons au niveau de la Chambre de commerce dans toutes les commissions qui sont créées sous l'égide de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin. Et c'est notre rôle, effectivement, d'être là pour étudier le contexte économique, voir ce qui se passe, voir ce que l'on peut faire, trouver des actions à mener et éventuellement, effectivement, aider à retrouver des emplois, à aider les créateurs d'entreprises, aider les salariés à se former parce qu'il y a des attentes. Néanmoins, nous sommes dans une région qui a une industrie qui marche bien. Nous avons des joyaux du côté de la bande rhénane avec Constellium, Wrigley. La situation dans Souls et Nsissem est porteuse également. Et il y a des entreprises, heureusement, qui recherchent des salariés. Donc, il y a quand même une inquiétude, évidemment, au niveau économique, y compris pour ceux qui ne sont pas directement impactés. Ah, bien évidemment. Il y a tout le tissu économique qui va être impacté durement et certainement, et ce, dans un avenir très proche. Du jour au lendemain, il y aura effectivement des salariés en moins, des commerçants qui n'auront plus de clients, des écoles peut-être qui devront être fermées. Alors justement, par rapport à ça, Monsieur Fuchs, c'est aussi un problème pour les collectivités en termes de recettes fiscales notamment. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce dossier a été géré de façon quasi scandaleuse. On annonce en 2011 qu'on va fermer une centrale. 6 ans après, les salariés ne savent toujours pas où on en est réellement. Aucun ministre n'est venu entre 2011 et 2016 ou 2017. Donc, moi, je comprends très très bien qu'on est dans une situation complètement d'incertitude et on a un peu joué avec la vie des gens et je trouve que ça est absolument condamnable et scandaleux. Maintenant, il faut, sur les effets, voir 3 types d'effets. Il y a les effets fiscaux. Ça, c'est pour les communes. Bon, on parle de plus de 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Ils seront compensés pendant au moins 5 ou 8 ans en fonction du renouvellement de l'activité. Ça, c'est un engagement du ministre Lecornu. Le Premier ministre m'a également demandé de m'occuper de ce sujet. C'est la raison pour laquelle je suis le jeu. Donc ça, c'est une question qui est, à mon avis, réglée dans ses grandes lignes. La deuxième question, c'est la question des salariés. Et là, effectivement, il y a une incertitude forte. On voit quand même que la chute n'est pas comme une caserne qu'on ferme. Hein. C'est quand même, ça chute progressivement. Donc, ce n'est pas une rupture d'activité du jour au lendemain. Il y a quand même sur 5 ans, c'est quand même assez... Voilà. Donc, on a quand même 5 ans pour essayer de retrouver une activité. Et c'est ça, justement, le plan que l'on veut lancer. Mais là, c'est une négociation entre l'employeur, EDF, et les salariés. Ça a été très long à mettre au départ. Je crois que l'employeur a mis beaucoup de temps avant de démarrer. Et aujourd'hui, les salariés sont vus un à un. Et il semblerait que globalement, les solutions peuvent être trouvées. Au cas par cas, on verra. Mais j'ai moins d'inquiétude, in fine, pour les salariés compte tenu de la relation contractuelle. En revanche, la vraie inquiétude, c'est pour les emplois indirects et induits, ce que vous dites, les commerçants et les sous-traitants. Et là, on a un vrai sujet. Et moi, je suis quand même étonné, et je le dis ici sur ce plateau, que l'annonce ayant été faite en 2011, personne réellement ici, dans les responsables politiques,
n'ait profité de ces 5 ou 6 ans pour inventer des schémas et créer des alternatives. On découvre une situation qui est connue depuis 2011. Et ça, c'est Alors, il y a beaucoup d'attentes, on y reviendra. Je voudrais qu'on passe maintenant, on parlait d'EDF qui veut une fermeture exemplaire. Ce sont les mots de son PDG il y a quelques jours. L'État, lui, vous le disiez, travaille au reclassement des sous-traitants. Il y a à peu près une trentaine d'entreprises directement liées à la centrale. Je vous propose de regarder ce reportage de David Meneux et Xavier Gannet. On en reparle tout de suite. Un petit contrat ou parfois toute une vie sur le site de Fessenheim. Ils sont identifiés. 330 salariés des entreprises sous-traitantes. Certains ne se voient pour l'instant aucun avenir. D'autres s'en sortiront sans accroc. Notre établissement nous a proposé d'autres postes. Donc soit changer de centrale, soit aller dans notre groupe. Et voilà, donc pour l'instant, on est en bonne phase, en bonne voie pour trouver un autre travail dans notre groupe qui est Vinci. En tout cas, notre entreprise, elle n'est pas venue vers nous pour nous dire si on était intéressé éventuellement pour devoir faire d'autres sites ou alors faire peut-être une rupture conventionnelle ou quitter l'entreprise ou quoi que ce soit. Tous les acteurs de l'après Fessenheim rassemblés en préfecture, l'État montre qu'il est actif et que les prestataires permanents ne seront pas oubliés face au risque du chômage. Notre crainte, c'est qu'on dise aux salariés, écoutez, on a du boulot ailleurs, prenez vos valises, partez ailleurs, et que le personnel dise non, moi ça ne m'intéresse pas, et que dans ce cas-là, on rentre dans des ruptures des contrats, dans des licenciements et des choses comme ça. Voilà. Donc c'est surtout ça qu'on veut éviter. Anticipation de bon augure pour les prestataires permanents, contrairement aux occasionnels qui, eux, ne semblent pas être dans les radars de l'État. Alors Christiane Roth, on voit le reclassement est en cours, en tout cas on y travaille. Il y a un vivier d'entreprises qui peut absorber ces sous-traitants. Bien oui, effectivement, il faut espérer que ce vivier soit effectivement présent le jour où les salariés seront sur le marché du travail. Nous y travaillons au niveau de la Chambre de commerce, en collaboration également avec la Chambre des métiers et avec les services de la région. Le secteur actuel autour de Fessenheim est un secteur qui ne pose pas particulièrement de problèmes, mais il est vrai qu'il y aura des soucis au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, au niveau des petits commerces et des services. Et nous travaillons effectivement à une cartographie de ces personnes qui seront privées d'emploi afin de leur donner des solutions et surtout de les aider dans leur démarche. Alors là, on parle de 330 salariés. On sait qu'il y a jusqu'à 5000 emplois impactés. C'est quoi? C'est une goutte d'eau? C'est pas une goutte d'eau. On ferme un site industriel dont le chiffre d'affaires annuel est autour de 400 millions d'euros. Sur un territoire comme le Haut-Rhin, c'est un impact colossal. Et aujourd'hui, simplement dire qu'on n'a pas préparé la fermeture, que les collectivités locales n'y ont jamais travaillé, c'est faux. Quand le ministre est venu pour la première fois, en ouvrant pour la première fois la page en janvier cette année, les collectivités locales sont venues avec des propositions concrètes en matière notamment de stratégie énergétique, en matière de stratégie industrielle, mais ce sont toutes des stratégies qui s'inscrivent dans le temps. Et on parlera peut-être tout à l'heure d'un projet de développement d'une nouvelle zone d'activité. Ce sont des projets qui sont dans les cartons depuis des années et des projets pour lesquels depuis des années il y a des problèmes concrets avec l'État, de réglementation, de normalisation qui empêchent le développement de ces zones. On en reparlera tout à l'heure, notamment de la simplification, y compris la simplification fiscale. Monsieur Fuchs, on le voit dans le reportage, là on parle des 330, il y en a certains qui ne sont pas encore dans les radars de l'État. On a l'impression que là c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est les emplois induits et indirects, parce que là, la solution, et on a un problème de course contre le temps, et je partage sur ce point-là l'avis de Raphaël Schellenberger, c'est qu'il faut du temps pour générer une nouvelle activité. La solution, bien sûr, c'est de recaser. Mais la vraie solution, c'est un plan dans lequel on va recréer de l'emploi, recréer de l'activité économique et industrielle. Et pour ça, il y a un problème de temps. Il faut 2, 3, 4 ans avant de pouvoir raisonnablement accueillir l'entreprise. Et là, on est dans une course contre la montre. Pour moi, on a 2 temps dans le plan. On a un plan immédiat dans les quelques années à venir pour essayer de recréer de l'activité pour compenser les boucheries, les pharmacies qui, eux, n'ont pu percevoir de clients qui seront partis.
Et puis un plan à moyen et long terme, 5, 15, 20 ans, où là, il faut revitaliser, redynamiser le plan. On y reviendra. Et revenir Monsieur Cardozo, d'ici 5 ans, enfin 5 ans après le début de la fermeture, on va dire, il restera 60 salariés à EDF. C'est annoncé comme ça. Vous avez l'impression un peu d'essuyer les plâtres de cette première centrale qu'on ferme de manière symbolique et politique ? On n'essuie pas les plâtres, puisqu'il s'est passé la même chose en 1998, quand on a fermé Crest-Malville. La courbe que vous montriez tout à l'heure, c'est exactement la même. On retrouve la même courbe. 5 ans plus tard, on est à environ une soixantaine de salariés EDF, 40 à 60 prestataires, ça fait une grosse centaine, soit à peine 10% des effectifs au milieu aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, faut quand même le dire. Aujourd'hui, Fessenheim, c'est 1100 emplois directs sur le site au quotidien. C'est l'équivalent, donc à peu près 1100 emplois induits dans les différentes entreprises, alors c'est dans des directions, dans des ingénieries, etc. Donc ça fait 2200 emplois. Et puis après, au-delà de ça, il y a tout ce qui est l'induit par toute cette activité. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que tous les ans, il y a un arrêt de tranche, pratiquement. Ça apporte beaucoup de salariés, plusieurs centaines, voire milliers de salariés, suivant le type d'arrêt de tranche, qui viennent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui viennent donc alimenter différentes infrastructures hôtelières, les commerces, les petits commerçants aussi, enfin les petits commerçants dans le sens boulangerie, boucherie, enfin ce genre de petits commerces. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est quand Fessenheim, il faut recontextualiser les choses. Fessenheim a été implanté à Fessenheim pour une bonne raison. La bonne raison d'époque, c'était qu'il fallait de l'énergie, une énergie de façon massive et fiable dans le secteur. Parce que l'Alsace est une région, et en particulier le Rhin, industrielle. Et aujourd'hui, juste de terminer comme sur la question, il faut quand même savoir que quand Fessenheim ne sera plus là demain, on aura, tout à l'heure M. Raphaël Schellenberger le disait, on aura sur la qualité du courant probablement des soucis. Même si RTE se veut rassurant, on sait que quand on supprime un tel moyen de production, la qualité du courant n'est plus la même. Et bien moi, je ne doute pas que des entreprises comme Constellium, comme toute la chimie qui est sur le secteur de Chalampé, je ne doute pas que la chimie qui est dans la vallée de Tannes, je ne doute pas que des entreprises qui sont comme Dupont de Nemours, qui sont du côté de Cernay, je ne doute pas que ces entreprises-là, elles vont attendre longtemps avant de se dire, moi, si vous me plantez toutes les semaines des produits, des chaînes de production, je ne vais pas rester ici, je vais aller ailleurs. Monsieur Fuchs, c'est le vrai danger ? Non, honnêtement, je pense que c'est un argument pour faire peur. Et je suis pas... Il ne s'agit pas de faire peur. Non, il ne s'agit pas de faire peur. Il s'agit d'une réalité. Le courant sera de même qualité. Ce n'est pas le vrai sujet. C'est un sujet très intéressant parce que les études de RTE, laissez juste finir, Monsieur Fuchs. Ensuite, je vous donnerai la parole. C'est un vrai sujet. Il n'est pas à l'échelle du sujet que dit monsieur pour créer un peu un sentiment de peur et de panique. L'électricité, ça a garanti en Alsace de bonne qualité pour tout le monde. Et ça, c'est un engagement de RTE qui a été repris il y a très peu de temps. Qui est contestable et contesté. La question sur le sujet que vous posez, c'est sur la courbe que vous définissez. Aujourd'hui, c'est une courbe de déclin de nombre d'emplois. Si on ne fait rien, mais bien évidemment, vous avez des propositions pour retrouver de l'activité sur le site. EDF a des propositions. Il y a une filière nucléaire dans le Grand Est avec d'autres sites et EDF tient bien sûr à conserver une activité ici. On peut, et j'en ai discuté avec le président d'EDF il y a très peu de temps, on peut recréer toute une activité de démantèlement de centrales puisque dans le monde, il y a 300 centrales nucléaires dans les 20 ans qui sont potentiellement à démanteler. Donc il y a une activité à créer. Et il y a un savoir-faire. S'il y a un marché, on peut créer, il y a un savoir-faire, les Allemands l'ont, et là on peut créer une activité franco-allemande basée sur le site de Fessenheim. Il y a plusieurs idées qui permettent de maintenir une activité. Alors justement, abordons les projets. 60, c'est aujourd'hui sans rien faire. Alors, il y a des choses qui vont être faites. Justement, abordons les projets. L'État veut un grand plan, veut une reconversion exemplaire. Le gouvernement a envoyé son secrétaire d'État à la transition énergétique déminer le terrain fin janvier pendant 3 jours en Alsace. Il a d'ailleurs lancé le premier comité de pilotage. On écoute l'interview. On ne peut pas se désintéresser de la situation ici en Alsace. Et c'est la moindre des choses qu'un membre du gouvernement vienne mettre les mains dans le cambouis pour écrire justement ces projets de revitalisation, comme on dit, mais également sur les impacts plus techniques parfois, mais intéressants de la fiscalité locale. Voilà, c'est ce que le président de la République m'a demandé, c'est ce que le Premier ministre m'a demandé. J'ai eu Nicolas Hulot ce matin, je l'ai tenu au courant de tout ça. Et
Bon espoir que la méthode employée permette de rattraper le temps perdu. Monsieur Schellenberger, vous attendez de voir venir aujourd'hui ? Non, on n'attend pas de voir venir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les collectivités locales, avec les élus du secteur, ont formulé un certain nombre de propositions. Mais il y a un certain nombre de craintes qui aujourd'hui ne sont pas levées. Je parlais par rapport au gouvernement. Par rapport au gouvernement, non, on va être en avant, on va formuler des propositions. Si elles sont reprises, tant mieux. Et on va espérer qu'elles soient reprises au maximum, parce que ce qu'on a constaté avec la visite de M. Lecornu, c'est qu'il y avait certes une intention politique d'assumer l'acte, mais il n'y avait aucune proposition dans la valise au départ. Donc on formule des propositions en espérant qu'elles sont reprises. En matière de création de zones d'activité, en matière d'installation d'activités industrielles, en matière de création d'un environnement qui permettra l'installation de ces activités industrielles futures, parce que nous sommes convaincus d'une chose avec les collectivités locales, c'est que l'Alsace est une terre qui a une histoire industrielle et que nous sommes attachés à cette histoire industrielle et qu'on peut encore envisager pour l'avenir de l'Alsace l'implantation d'activités industrielles. Et ça nécessite une chose, et c'est là que le débat avec RTE sur l'approvisionnement en électricité de l'Alsace est important. J'aimerais qu'on passe au projet. Oui, non, mais justement sur le projet, quand on dit le projet il est industriel, ça veut dire garantir une capacité de développement énergétique pour la filière industrielle. Aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est un des gros points de discussion avec le gouvernement qui est encore en cours. Christiane Roth, on parle d'une zone économique à statut spécial, notamment le long du Rhin. Oui, donc ce sont les fameux 220 hectares qui sont gérés par, entre autres par la Chambre de commerce, par l'intermédiaire de l'établissement public devenu SMO récemment. En fait, ce sont les derniers hectares utilisables pour l'industrie et pour d'autres activités à Bordeaux, entre Bâle et Rotterdam. C'est une zone qui, depuis quelques années, n'avait pas trouvé d'acquéreur pour des raisons notamment d'ordre environnemental, avec des obligations, par exemple, d'un hectare à 5 hectares à réhabiliter pour 1 hectare défriché. Et donc, à partir d'un drame économique, on peut espérer que nous allons trouver une solution pour redynamiser ces 200-250 hectares. Alors, il y a du potentiel. Après, il y a des choses à simplifier, notamment en termes de fiscalité. Alors, il y a des besoins d'investissement, notamment en infrastructure. Alors, il y a des besoins en infrastructure. Il y a des besoins, effectivement, pour rendre cette zone franche ou trouver un autre nom. Mais pour que cette zone soit attractive, et notamment pour nos voisins allemands, qui sont à l'étroit sur leur territoire et qui ne demandent pas mieux que de venir investir chez nous. Mais il y a certains freins qu'il faut lever et il faudrait qu'effectivement, pour une fermeture exemplaire, puisqu'il s'agit d'une fermeture d'un outil industriel qui marche et il n'y a pas de remplacement prévu, donc c'est quand même notable, eh bien on peut espérer que nous puissions trouver également avec l'État et un État facilitateur, pour le coup, des solutions qui fassent que ce redéploiement de la zone se fasse le plus rapidement possible également. Monsieur Fuchs, on va en faire un leader, de faire du Haut-Rhin un leader de la transition énergétique. On a une occasion, je pense, qui est unique, de faire de ce territoire un modèle pour le reste de l'Europe, pour le reste du monde, et de la fierté, en tout cas, de la France, d'arriver à être dans un modèle éco-industriel du XXIe siècle. La décision est prise, c'est comme ça. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. On a un gouvernement qui dit on a des moyens, on va mettre des moyens, mais qui est assez intelligent pour dire... On parle quand même de centaines de millions d'euros, donc se pose aussi la question du financement. Les moyens existent. Il y a un plan de 15 milliards en France décidé par le président de la République sur les 5 ans à venir pour la transition énergétique et la transition industrielle. Donc les moyens existent. En revanche, ce qui est nouveau dans la démarche, c'est que le gouvernement dit... Proposez-moi des projets. C'est au territoire à être malin, à être efficace, à être innovant. On n'est pas dans une mesure où dire le gouvernement arrive, il met de l'argent et puis on a bien vu que c'était un désastre dans les 10 ans qui viennent. Mais l'argent est quand même une des conditions et un des messages importants. L'argent sera là. Et un des messages importants que le secrétaire d'État Lecornu a passé lorsqu'il est venu en janvier, c'est de dire attention, on peut faire un contrat de transition énergétique sur Fessenheim, mais j'ai aussi à gérer la fermeture de plusieurs centrales charbon ailleurs dans le territoire et je ne veux pas donner trop à Fessenheim parce que si je donne trop à Fessenheim, il va falloir que je donne la même chose sur les centrales charbon. On est aussi dans ce contexte-là au niveau national. Donc il y a un certain nombre de freins à lever pour l'aménagement futur en matière économique de notre territoire. Il y a des questions énergétiques, il y a des questions de desserte et là, l'État a un vrai rôle à jouer en matière de desserte
ferroviaire, routière de ces zones d'activité futures. Et puis, il y a une question sur la fiscalité, évidemment, et notre coopération transfrontalière. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit aussi ambitieux dans notre message. Et je ne me contenterai pas, pour ma part, d'écouter nos amis allemands nous dire « nous manquons de place chez nous, nous avons besoin de place chez vous », pour qu'ils installent chez nous des hangars logistiques et conservent chez eux la création de valeur ajoutée. Non, il faut être innovant, il faut avoir des projets. Les projets existent. On peut faire un grand centre de recherche sur les énergies du futur dans la région. Il faut identifier les grandes filières industrielles d'avenir, les filières de stockage de l'énergie. On a un BAL Mulhouse qui est extrêmement performant avec une nouvelle fiscalité. On peut faire un grand centre logistique. On peut faire une filière sur les nouveaux médicaments, etc. Tout ça, ça veut dire qu'il faut inventer un schéma, et c'est ce schéma-là qu'il faut rendre au gouvernement. Tout ça sera abordé notamment, j'imagine, s'il est viable, s'il crée de la valeur, prochain comité tout cela sera abordé au prochain comité de pilotage. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal d'Astrid Servan. Très bon dimanche.